Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici, sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour Ariel. Bonjour. Je suis ravie d'être là en ce samedi matin pour enregistrer cet épisode à tes côtés et parler de toi et parler de ton film. J'aime bien laisser mes invités se présenter par eux-mêmes. Donc, dis-nous, qu'est-ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui de toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Et pourquoi finalement on se retrouve un peu à ce micro toutes les deux ? Moi je suis Ariel Méo. Je suis la réalisatrice et la productrice du film donc Les Oiseaux de pluie. Donc un film qui est actuellement en tournée d'avant-première avant sa sortie nationale. Ce film, c'était un petit peu l'idée d'en parler, de te le présenter. Et moi, c'est vrai qu'à la base, je suis initialement donc ni réalisatrice, c'était pas ma vocation première. J'étais artiste peintre avant d'arriver un petit peu par chemin détourné au cinéma. Super. Et donc, du coup, tu l'as pas encore dit, mais il me semble, parce qu'il faut dire la vérité, on va être authentique, je n'ai pas encore vu le film, et j'aurai le plaisir de le découvrir cet après-midi, mais il me semble que c'est inspiré d'un deuil personnel. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter ce que tu as envie et ce qui est juste pour toi de nous dire, comment cette expérience personnelle, elle a nourri finalement ton imaginaire d'une certaine manière, ton film, et puis le scénario, le synopsis que tu as pu concrétiser. Donc c'est vrai que c'était initialement donc la perte de mon grand-père qui a été à l'origine du projet. Donc à la base c'était plutôt une peinture. Donc moi j'ai une petite particularité, c'est que je fais des peintures circulaires qui font à peu près 2 mètres. Et en fait j'ai pris l'habitude depuis quelques années de raconter l'histoire derrière le tableau. Et c'est comme ça qu'est né ce projet. Donc c'est vrai que moi c'était ma manière à moi de traverser mon propre deuil. C'était pas forcément quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose qui s'est fait assez instinctivement et qui était pas du tout destiné à devenir le film qui existe aujourd'hui, qui est plus un long métrage cinéma. Mmh. J'aime bien cette idée où on fait d'abord les choses pour soi finalement et elles vivent un petit peu de leurs propres ailes. Je pense que ça fait sens aussi avec ces notions des oiseaux. Et justement, on parle des oiseaux, peut-être que les auditeurs et auditrices peuvent les entendre aussi derrière. Et c'est bien, ça fait partie de l'instant réel tel qu'il est. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'intégrer justement les oiseaux dans ton film ? Donc les oiseaux, je pense que c'est aussi un petit peu un symbole, en fait, une métaphore qui va parler à tout le monde, même que ça soit culturellement parlant. Voilà, tout le monde va avoir un petit peu une symbolique personnelle autour des oiseaux qui est souvent assez positive, on va dire. Donc ça peut représenter l'évasion, la liberté, la personne qui a disparu, son âme. Enfin, il y a beaucoup de symboliques associées autour des oiseaux en général, et c'est comme ça qu'ils sont devenus un peu le fil conducteur du film, presque le fil rouge où on va les suivre. Ils vont accompagner le spectateur tout au long de l'histoire, et puis ils sont vraiment plutôt porteurs d'espoir sur le film. Et c'est un petit peu à l'image de l'affiche aussi, où on voit ces mains qui sortent de l'eau avec cet oiseau qui s'envole vers un petit peu vers l'infini, si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est une image, enfin moi c'est comme ça que je le vois et que je le ressens, qui est assez douce et poétique en fait. Ouais. Et dans ce que j'ai pu ressentir, parce que je n'ai pas encore vu le film, je ressens cet aspect de poésie, d'œuvre. C'est vrai que c'est noté comme film documentaire, mais j'ai ce sentiment qu'il y a cette notion d'œuvre. Est-ce que ça résonne positivement pour toi cet aspect-là, ou est-ce que c'est moi, mon ressenti, mon interprétation peut-être ? Je précise aussi qu'en fait, le film, c'est un petit peu, il est un peu au centre du projet, et c'était un petit peu le challenge justement d'arriver à concilier plusieurs médias artistiques, parce que c'est un film, mais comme tu dis, donc là, il est rentré souvent dans la case documentaire parce que de manière standardisée, il faut donner un genre au film. Mais moi, faut rentrer dans cette fameuse case, et qui est celle du documentaire qui est souvent proposée. Mais en fait, c'est pas du tout uniquement un documentaire, c'est ce que j'aime appeler un film un peu hybride, parce qu'il est à la frontière entre le court-métrage de la fiction, la partie documentaire, il y a l'œuvre musicale à l'intérieur qui est très présente. Donc c'est un petit peu un mélange des genres dans une œuvre globale.
Et en sachant que voilà, il y a le film aussi au centre, mais il n'y a pas que un film autour de ce projet. Il y a aussi du coup des expositions. Donc il y a une dimension très multimédia entre la photo, la peinture et le film qui est un peu la pièce maîtresse. Génial. Je trouve ça justement hyper porteur d'avoir plusieurs médias, plusieurs canaux différents. Et tu parlais de challenge juste avant. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières, qu'elles soient peut-être personnelles, parce qu'on sait que c'est pas toujours simple de raconter son histoire. Et moi, j'ai toujours un peu cette idée de me dire, par exemple, en musique, quand un musicien écrit une chanson sur quelque chose qui est difficile, notamment un deuil, et qu'à chaque concert, il doit la rechanter. Je me dis, waouh, ça doit quand même être difficile de revenir à chaque fois sur quelque chose qui a été ou qui potentiellement est encore douloureux. Est-ce que ça a fait partie d'un challenge personnel pour toi, si c'est pas indiscret? Donc à la base, c'était plutôt une manière d'extérioriser donc la traversée de mes étapes du deuil, parce que voilà, c'est assez singulier selon chaque individu. Je valide. En fait, au fur et à mesure, en fait, je pense que j'ai envie de dire la différence d'état d'esprit. Donc au début, c'était plutôt voilà une manière d'exprimer mes émotions. Après, ça a été surtout un gros questionnement sur la justesse de comment étaient interprétées ces émotions, ces étapes, puisque c'est devenu un film qui était destiné au grand public. Et en l'occurrence, on voulait aussi pouvoir créer un film qui parle à tout le monde, parce que moi, c'est le deuil de mon grand-père, mais la résonance va pas forcément être la même auprès de quelqu'un qui a perdu un frère, une sœur, un enfant, enfin dans des contextes plus ou moins tragiques. Enfin, il y a plein de situations. Donc le but, c'était de garder un côté un petit peu universel où chacun puisse un peu s'approprier l'histoire du film. Donc ça, c'était un petit peu un challenge parce que c'est pas un sujet facile à aborder. Donc je pense que, et par rapport à ce que tu disais à l'instant, le côté challenge, c'est des moments très intimes aussi qui sont partagés, vu que c'est des choses que je n'ai pas forcément l'habitude de partager déjà en temps normal avec mes proches. Là, le fait de le voir projeté sur grand écran dans une salle remplie de spectateurs et puis partager ça et se dire, ah là là, est-ce que c'est juste, est-ce que ça a touché les gens, est-ce que c'est pertinent? Comment les gens vont le recevoir, c'était plus ça qui a pas été une étape forcément facile. Et puis, maintenant qu'on a fait voilà un certain nombre d'avant-premières et puis qu'on a eu vraiment des très très chouettes retours du public, forcément ça fait que même ma vision en fait dans les étapes du deuil, maintenant je le vois presque. Enfin, c'est souvent les spectateurs des fois qui nous interpellent là-dessus. Personnellement, je le vois presque comme un hommage en fait aussi à mon grand-père qui a disparu et d'en faire un petit peu quelque chose de beau et que voilà, il essaie de se souvenir de lui qui reste présent aussi à travers cette réalisation-là. Moi, je trouve que c'est voilà une belle étape aussi, en tout cas à traverser. Carrément, la notion d'hommage, elle est hyper importante, d'hommage, de mémoire, je trouve. Et tu parlais d'émotion justement juste avant. Est-ce qu'il y a toi, un moment qui te touche plus qu'un autre ou qui te parle plus qu'un autre dans le film, sans tout nous dévoiler, faut laisser du suspense pour les spectateurs et spectatrices, mais peut-être un passage que tu auras envie de nous partager. Alors, ouais, il y a tellement en plus, parce qu'il y a les images qu'on voit à l'écran et il y a l'histoire qu'il y a derrière ces images. Tu choisis. C'est vrai qu'on est toujours sur des choses qui ne sont pas forcément ce qu'imagine le spectateur. Et donc, je pense notamment à une scène qui était hyper importante pour moi, c'était l'annonce du décès. Donc vraiment le choc initial du deuil dans les étapes. Et en fait, sur ce ressenti-là, ce moment un peu crucial et hyper douloureux, hyper dur à définir. Bon, après tu vas le découvrir, donc je peux quand même le spoiler. Il y a une sorte de chute en arrière en fait où on a l'impression de tomber un peu dans le néant. Et c'était tellement un moment crucial dans le film que j'ai beaucoup étudié la question sur comment le représenter, comment le filmer. Et on a fait un certain nombre de tournages parce qu'il fallait que ça soit hyper vrai, hyper juste. Et il y a des grosses contraintes techniques puisqu'en fait, je tombe en arrière et quand je tombe en arrière, en fait, le sol de la pièce se transforme en eau. Je traverse l'eau, donc il a fallu faire tout un montage en piscine sur cette. Et en fait, quand je traverse l'eau, il y a un peu mon alter ego dans le film qui est Tis Kalou, l'actrice principale, qui apparaît à ce moment-là. Donc une scène un peu en deux temps. Et je voulais absolument que cette scène-là elle fonctionne. Et du coup, je me suis mis un peu une grosse pression et que ça soit voilà visuellement à l'écran ou alors en off dans les coulisses du film. Ça a été quand même celle-là qui m'aura le plus marqué, je pense. Ouais, marquante et challengeante émotionnellement et techniquement parlant, en fait. Ouais, parce que déjà que ça soit moi ou Tiska, il fallait qu'on fasse la même chute. Donc il y en avait une qui était filmée sous l'eau, une en dehors. Donc tout le set devait être exactement identique. Ouais. Et surtout, on devait être dans cette émotion de choc initial.
En fin d'après-midi avec 15 000 caméras. Donc Tiska, elle a plus l'habitude parce que moi je suis pas actrice, mais du coup trouver cette émotion-là et la restituer à l'écran plusieurs fois de suite, je changeais entièrement. Enfin, il y a plein d'étapes. Ouais, je pense que c'est cette scène-là qui m'aura le plus marqué dans l'émotion qu'elle dégage et dans le côté un petit peu défi de la porter de manière juste à l'écran. Ouais, bien sûr. Et justement, tu parlais juste avant du deuil justement de ton grand-père, du fait que tu l'as vu finalement comme un hommage aussi. Tu parlais des étapes du deuil. Je les mettrais avec des guillemets, mais dans ce que je ressens, je pense qu'on est un petit peu dans cette même vision. Il n'y a pas forcément de 1, 2, 3, 4, mais plus un chemin de deuil. Est-ce qu'il y a des facettes de ton deuil que tu as découvertes ou redécouvertes justement en réalisant aussi ce film? Alors je sais pas si j'aurais formulé ça exactement comme ça. C'est plus pas des facettes, mais des moments. Surtout, je pense quand j'ai pas mené forcément tous les interviews, mais j'avais une collègue, donc Anne-Christelle, qui le faisait. Et moi, j'étais souvent dans la pièce derrière la caméra. Et en fait, c'est plus les témoignages d'autres personnes que j'ai pu entendre, ou des manières de parler des choses où je pensais que voilà, j'avais peut-être dépassé un certain stade et que voilà, j'étais en paix avec certaines étapes du deuil, si on peut dire ça comme ça. Et il y a eu des gros coups de nostalgie ou des gros moments où il y a eu des petites sortes de bascules où ça a été ouais, un petit peu des montagnes russes à gérer émotionnellement, alors que je pensais pas forcément que que c'était encore aussi douloureux ou aussi sensible. Donc ça a plus été derrière la caméra que devant. Et puis après, ben pareil, on a eu des moments super forts là sur les avant-premières parce qu'il y a eu des gens qui nous ont partagé des choses très très fortes, très personnelles. Et surtout, le film les a touchés. Et c'est vrai que bah, quand on accueille ça, des fois, ça remue aussi intérieurement. Donc, ouais. Ça fait du bien et en même temps ça touche, c'est des belles émotions. Voilà, c'est ça. Et puis, tu vois, à la même âge, enfin, c'est vrai quand je vois tout le parcours. Depuis, ça va faire 4 ans maintenant. Et bah oui, je pense qu'on le fait jamais vraiment de toute façon. Mais après, c'est plutôt même si c'est des choses qui sont pas forcément attendues. Voilà, maintenant, j'arrive à voir plutôt la beauté un petit peu dans ces étapes-là qui sont bah, celles vraiment du partage. Et puis, je me suis pas levée un matin en me disant, tiens, je vais faire un film sur les étapes du deuil. Ça C'est s'est pas vrai. du tout fait comme ça. Et oui, même le fait d'avoir cette interview, tu vois, c'était pas initialement prévu du tout comme ça. Et donc, des fois, ça m'interpelle presque qu'on en soit arrivé à ce stade-là. Mais c'est vrai que c'est vraiment ouais, le fait qu'on ait des retours en ce sens que les gens se disent, bah oui, nous, on a traversé notre deuil, mais on savait pas trop comment commencer. Du coup, on s'est tu, on n'en parlait pas du tout. Il y a énormément de personnes, en fait, c'est ça qui nous font aussi comme retour, c'est que le film les touche par l'esthétique, la manière de présenter les choses. Mais c'est surtout un peu le côté de libérer un peu le tabou, parce qu'il est vraiment fort, en fait. Moi, c'est ça que je m'étais pas rendu compte initialement. C'est qu'on n'en parle pas du tout et souvent on a tendance à tout taire, tout renfermer et des fois il y a des gens qui disent ben non moi mon conjoint il en a jamais parlé de la perte d'un proche, d'un frère, d'une sœur et il me dit bah après le film voilà elle s'est rendue compte que bah c'était autrement plus positif de pouvoir partager ça avec l'entourage, de pouvoir évoquer la personne disparue parce que c'est aussi taire sa mémoire et tout ça c'est des choses qu'on se rend compte nous aussi au fur et à mesure que qu'on est actuellement donc dans les avant-premières, parce que tous ces retours-là souvent se recoupent en fait sur beaucoup de spectateurs. Et donc c'est vrai qu'on se rend compte de l'ampleur en fait que ça peut avoir au niveau culturel, surtout dans notre société à nous en fait. J'allais te demander un peu quels étaient les retours des spectateurs, mais finalement tu m'as déjà répondu. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter sur les retours des spectateurs, spectatrices? Tu as parlé du tabou, le fait de d'amener que ce film est comme une passerelle pour pouvoir finalement en parler. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends et que je le ressens. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on te dit et que tu aimerais partager? Non, alors je pense que, ouais, en y pensant, il y avait une notion qui est assez importante dans le film, c'est qu'en fait c'est un film, et non pas sur la partie documentaire bien sûr, mais sur toute la partie fiction. Moi j'ai choisi de l'interpréter comme la majorité de mes films. Les acteurs ne parlent pas. Et c'est vrai que le challenge d'avoir eu un peu une résonance avec les spectateurs, où tout le monde puisse s'approprier l'histoire, ça en fait vraiment partie, parce qu'on raconte pas du tout une histoire de la même manière avec ou sans parole. Donc la manière dont c'est filmé, dont c'est raconté, je pense qu'il y a aussi ça qui joue dans ce film, c'est que et j'ai un des spectateurs qui en parlait hier soir, et il me disait, ben oui, moi j'ai pas du tout le même deuil que le vôtre. Enfin, la perte n'était pas la même personne dans ma famille, etc. Mais l'avantage, c'est qu'on peut s'y retrouver,
on peut se dire tiens, cette histoire, elle me touche et moi je peux me l'approprier aussi. Donc ça, c'était des retours qu'on a de manière assez régulière et c'était aussi pareil un énième challenge que d'avoir voilà un petit peu de je sais même pas comment formuler. Ouais, que vraiment que le spectateur en fait puisse s'approprier le film et puis que ça puisse venir toucher leur propre histoire ou l'histoire de proches et que ça devienne un petit peu universel. Vu que le deuil en fait est universel Il paraît. et du coup notre propre mortalité aussi. Il paraît aussi. Et en gros on s'est dit bon il y a moyen je pense de présenter les choses pour que ça soit vraiment cette résonance qui a parlé à tout le monde. Donc ça c'est très chouette parce que et même j'aimerais bien le montrer. Alors la partie fiction seule par exemple a des cultures complètement différentes aussi. Je serais curieuse aussi de voir leur réaction. C'est comme la musique en fait, c'est tellement universel que même sans parole, les émotions passent sans problème. Et donc ça, je me suis dit que ouais, j'aimerais bien à l'avenir peut-être organiser quelque chose, peut-être à l'autre bout du monde qui sait, et voir un petit peu un retour de la part voilà d'une culture qui a peut-être aussi une vision différente de la mort, qui est souvent le cas. Nous, c'est quelque chose voilà qui est peut-être très sombre, très triste, enfin pas forcément très bien accueilli culturellement parlant, alors que on a pu faire un événement avec une collègue qui s'appelle Désirée et qui fait un spectacle sur les jours de la mort au Mexique et c'est j'ai enregistré un épisode. C'est vrai Désirée Nidjeko. J'ai pas voulu le monde est petit. Et du coup tu vois voilà elle c'est vrai qu'elle a une manière beaucoup plus lumineuse aussi mais qui est culturelle en fait et nous on l'avait fait intervenir pour annoncer le dévoilage de la bande-annonce. On avait fait ce qu'on appelle on avait appelé une soirée mortelle et on avait fait venir des intervenants donc de plein d'horizons différents pour montrer plein de manières de parler de la mort ou du deuil. Et donc elle était présente et c'est vrai que justement ça donnait un point de vue très différent sur la question. Carrément. Moi, ce qui me vient en conclusion, c'est que finalement, cette histoire, ce film me parle, même sans parole, et je trouve ça hyper beau. Finalement, parfois, le silence est peut-être le langage et un peu le plus universel. Le silence musical, je parle vraiment du parler, de mettre les mots. Parfois, on n'a pas besoin de mettre les mots MOTS sur des mots MAUX pour que finalement, ce soit ressenti dans le corps, dans le cœur, dans l'être. Donc, écoute, déjà, merci infiniment pour cette interview. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu voudrais mentionner ? Non, je pense que nous on était partis vraiment pour faire les choses dans ce film, que ça soit moi et les artistes, parce qu'on est quand même une équipe conséquente. Il y a toute l'équipe technique qui a vraiment aussi Merci à eux. été tellement une pierre essentielle. Les acteurs, les artistes. Nous c'était vraiment d'essayer de créer un peu dans ce film une sorte de synergie par rapport à toutes ces rencontres, tous les intervenants aussi. Donc voilà, j'ai aussi une petite pensée pour eux parce que c'était comme le mot défi et challenge revient souvent, à la fois dans la manière d'aborder la thématique et puis de créer un film parce que nous on n'a pas du tout d'effets spéciaux non plus donc ça rajoute aussi une grosse contrainte et en l'occurrence je voulais aussi remercier toutes les personnes qui sont derrière et puis espérer que ce film aura un envol le plus conséquent possible. Merci beaucoup Ariel. Merci à toi. Et longue vie à ce film. Merci. Bonjour Tiska. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir après Ariel pour continuer cette interview et avoir aussi finalement un autre regard, celle de l'actrice, le tien. Peut-être est-ce que tu peux nous faire une rapide et courte présentation de ce que tu as envie de nous dire. Qui es-tu ? Oui, merci. Alors, je suis Tiska, je suis artiste pluridisciplinaire. Je fais plein de choses en fait avec à la fois mon corps parce que j'aime vraiment la danse, c'est vraiment un support très important pour moi. Et j'adore aussi peindre. Donc depuis toute petite, je peins, je dessine beaucoup les femmes et le mouvement. Voilà. Et du coup, j'ai fait aussi 13 ans de théâtre. Ok. Donc voilà, le théâtre, c'est vraiment important pour moi. Et quand Ariel m'a proposé le projet, c'est la première fois que c'était pour aller sur l'écran. Donc ça, c'est important parce que pour moi, c'est quand même deux mondes différents, le théâtre et le cinéma. Donc là, ça m'a emmenée dans un monde que je connaissais pas. Par exemple, quand elle m'a dit il va falloir que tu pleures, je savais pas comment vraiment j'allais vivre la chose parce que j'avais l'habitude sur scène de faire monter l'émotion au fur et à mesure. Et là, devant l'écran, c'était pas du tout la même chose. J'imagine. Ouais, du coup, une grande première pour toi. Oui. Justement, tu parles de cet aspect de pleurer. La première question que je m'étais notée, c'est quand même que ton personnage traverse un deuil profond. On en parlait avec Ariel, cet aspect aussi universel. Comment toi, t'as abordé ce rôle ?
Alors quand elle me l'a proposé, Ariel, ce rôle, je pense que j'étais touchée parce que j'ai perdu ma grand-mère aussi il y avait juste 2 ans avant. Donc ça a été assez fort pour moi. Je me suis pas rendu compte tout de suite de ce que j'allais vivre, en fait. Quand elle m'a proposé, elle m'a dit: «Est-ce que tu pourras aller sous l'eau? Est-ce que tu seras capable de pleurer?» Mais je pensais pas que j'allais vivre tout ce que j'ai vécu, vraiment. Et quand j'ai accepté d'aller sous l'eau, ça a été vraiment toute une aventure, mais très forte, quoi. Et ça m'a beaucoup remuée. Je pense qu'aujourd'hui encore, je peux le dire que ça m'a fait traverser vraiment quelque chose dans ma vie et fortement. Et quand tu dis ça t'a remué, est-ce que, pour ce qui est OK de dire Ah oui. pour toi, hein, est-ce que justement peut-être ça t'a fait aussi travailler, évoluer ou transformer ta vision du deuil, ta vision de la mort, ta vision de la vie? Ouais, c'est intéressant. Je pense que ça m'a permis aussi de traverser des propres deuils, pas forcément que ceux de la mort, en fait, mais aussi les deuils, ben, de la vie, du quotidien, séparation, changement de vie que je vivais. En fait, pendant ces 4 ans de tournage, j'ai vécu vraiment plein de deuils, donc je pense que j'ai traversé en même temps, avec le film et le fait que je sois en contact avec des émotions fortes, l'eau aussi, et ben, ça m'a vraiment fait travailler les émotions plus fort. Mmh. Donc je pense que oui, j'en ressors avec une autre vision et de travailler aussi avec des associations qui travaillent avec le deuil, ça me permet aussi de comprendre plus et puis, surtout de savoir qu'on peut être accompagné quand on va mal et ça, je pense qu'avant je ne le savais pas, je me rendais pas compte qu'on pouvait vraiment appeler quelqu'un et être soutenu et donc ça, c'est vraiment génial. On peut être accompagné et on a le droit d'être accompagné. Exactement. Et être accompagné n'est ni une honte, ni un tabou, ni une faiblesse, mais un réel besoin qui a tout à fait le droit de s'exprimer. Merci de le dire, c'est hyper important. Tu parles de l'eau. Je sais pas si tu fais écho, parce que je n'ai toujours pas vu le film. Toujours pas cet après-midi. Tu fais peut-être écho à la même scène dont Ariel parlait, où Ariel tombe dans l'eau et après c'est toi qui prends le relais. Est-ce que c'est à cette scène-là que tu fais écho ou est-ce que c'est à une autre? Alors il y a plusieurs scènes. Ouais. Du coup, celle-là était assez forte parce qu'effectivement la scène où en fait je tombe sous l'eau, elle représente le choc, le moment où on apprend un deuil, où il y a vraiment quelque chose une émotion très forte qui arrive d'un coup et on s'y attendait pas. Donc ça fait un peu un choc pour le corps, un peu comme si c'est un moment en fait où peut-être quelque part nous-mêmes on vit plus. On sent qu'on peut presque mourir aussi. Donc cette chute représente ce choc-là et je l'ai faite environ 150 ou Wow. 200 fois, la scène. T'as été 150 fois choquée. Voilà, donc et puis donc fallait couler très vite sous l'eau. J'avais des poids autour de la taille pour couler plus vite et fallait que j'expire, que je enfin là ça parle aussi du souffle. Vraiment, je devais faire une respiration pour vraiment m'envoyer, au fond, en fait. Donc ça, c'était très fort, à vivre aussi. Ouais, on sent un petit peu le même retour qu'Ariel, une scène à la fois challengeante émotionnellement, introspectivement aussi, de vraiment dans cette notion d'intime, et aussi de manière technique. Est-ce qu'il y a une autre scène qui, toi, peut-être te touche, te parle, ou peut-être que tu as envie de nous partager là aujourd'hui? Oui, pour moi, une scène qui me faisait presque le plus peur, c'était, la scène en fait, je suis dans une grotte, et je devais crier sur une chaise. Et cette scène-là, vraiment, je me dis: «Ah, comment ça va se passer?» Pour moi, la colère ou exprimer quelque chose, enfin, j'ai jamais exprimé ça à l'écran, donc j'étais un peu stressée et puis, surtout, je suis tout le temps mouillée, donc là, j'étais entièrement mouillée et j'étais pas dans l'eau, mais j'étais juste mouillée et il y avait le courant d'air entre les 2 grottes qui passait et il faisait très, très froid et là, ça a été vraiment dur pour moi. Ouais, j'étais vraiment je pense qu'on le voit dans le film. Je te le dirai tout à Tu me l'heure. diras tout à l'heure, mais on sent que j'ai froid, voilà, qu'il fait pas chaud et je pense que cette scène, elle a été très challengeante, pour moi, des fois presque plus que celle sous l'eau. Où sous l'eau, bon, il fallait que je me mette en condition, il fallait que je prenne un temps pour respirer, pour vraiment prendre soin de ce moment que j'allais vivre et traverser. Mais cette scène-là, c'était en dehors de l'eau, mais j'ai vraiment, vraiment appréhendé, cette scène-là. Et le fait de jouer aussi au contact des oiseaux, est-ce que ça a été pour toi quelque chose de challengeant, peut-être un challenge ou une difficulté, une contrainte, on va dire, supplémentaire? Est-ce que peut-être ça t'a apaisé, ça t'a donné un élan? Tu parlais de la danse tout à l'heure, et pour moi, dans la danse, il y a cette notion de mouvement. Dans les oiseaux aussi, de mouvement, de fluidité. Alors, je sais pas si c'est un lien que je fais, mais est-ce que pour toi, ça a été... comment ça a été, en fait, cette relation avec les oiseaux pendant le film?
Alors cette relation avec les oiseaux dans le film, ça a été, vraiment très fort, quand j'ai rencontré Yvan à Loiseleur. J'avais jamais vu des oiseaux d'aussi près, des petits oiseaux en plus parce que du coup les inséparables, c'est vraiment tout petit. Les couleurs, ça ramène de la vie aussi et de la légèreté. Symboliquement pour moi, c'était ça les oiseaux vraiment. Et là, la contrainte, c'était dans la danse justement parce que donc tu verras, je danse avec les oiseaux. Donc du coup, c'était de pas les taper dans les mouvements, sentir que, ils aient pas peur aussi parce que, quand je fais un mouvement comme ça, l'oiseau, il s'en va. C'était de trouver, l'équilibre pour qu'il reste quand même et que voilà, pour qu'on puisse danser ensemble. Donc c'est vrai que ça a été un peu challengeant et à chaque fois, on était aussi en extérieur, donc dans les éléments bretons, on a souvent eu des journées de tempête. C'est pas marrant sinon. Voilà. Donc du coup, là, la fois où je danse dans le film, c'était vraiment un vent très fort. Donc là, pour les oiseaux, je pense aussi que ça a été une contrainte pour les 2. Mais voilà. Je peux pas les interroger, ils vont pas me répondre. Ah, ils vont pas répondre, non. Mais ouais, c'est vrai que ça a été vraiment, vraiment une contrainte. Et à la fois, moi, j'ai adoré ce moment. Enfin, quand je m'en rappelle, c'était très intense et j'étais entièrement en pleine présence avec le moment. Et je pense que avec peu importe les animaux avec lesquels on travaille, c'est d'être en pleine présence avec eux et de sentir que c'est fluide et quelque part de leur parler, mais juste comment avec le cœur quoi, et de se dire ça va, tout va bien et d'être vraiment en connexion avec eux en fait. C'est le mot que j'avais, connexion. Ça se ressent à travers l'énergie que tu dégages quand on parle. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Est-ce qu'il y a quelque chose que, je sais pas, t'aurais à cœur de partager, une question que je t'ai pas posée où tu te dis, tiens, ça j'ai envie que les auditeurs et auditrices l'entendent? J'aimerais remercier Ariel pour, déjà pour m'avoir permis d'être sur grand écran aussi, d'être, dans ce film qui est un sujet vraiment encore tabou, comme beaucoup de sujets quand même, dans les pays occidentaux, parce qu'au final, la mort dans d'autres pays, c'est complètement différent je trouve ça génial qu'on puisse en parler et de cette manière-là, très poétique, très subtile, en fait. Et moi, par exemple, dans le film, j'ai pas de paroles. Ça, c'est important aussi et j'exprime les choses par le corps, par les émotions et je pense que quand on vit un deuil, il y a ce parallèle-là qui se fait où, en fait, on n'a plus de mots et je le trouve très fort, parce qu'il y a pas de mots assez forts pour exprimer, les émotions qu'on traverse dans un deuil. Il y a juste à le vivre et je pense que c'est ce que le film, montre vraiment, c'est que comment on vit un deuil et donc je pense que ça peut toucher au plus large, en fait, un peu tout le monde, vu qu'il y a pas de mots, voilà, tout le monde peut s'approprier l'image un peu comme un tableau. Comme Ariel aussi est peintre et ça fait connexion aussi entre, ces 2 mondes-là et ça permet aux personnes, je pense, de se retrouver chacun à leur manière dans le film. Eh ben, merci pour justement cette première sur le grand écran. Je souhaite que ce soit pas la première, que ce soit la première d'une longue liste. Et vraiment, merci. Merci beaucoup. Tiska. Merci beaucoup à toi. Bonjour Yvan. Bonjour Charlène. Je suis ravie de t'accueillir et en plus de ça, pas seule. Tu es l'oiseleur du film Les oiseaux de pluie. Tout à fait. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter les 2 oiseaux qui t'accompagnent? Donc là, on a Sun. Sun, c'est un inséparable de Fisher, qui a été un petit peu l'oiseau phare du film, qui a effectué énormément de scènes. Et puis on a Diego, un pigeon au volant de Vienne, qui a aussi participé à multiples scènes dans le film. J'imagine qu'ils ont été choisis aussi pour leur signification particulière. Bah oui, je pense que moi je me suis adapté au cahier des charges de Ariel Neo, la réalisatrice, et donc ouais, c'est toute la symbolique des oiseaux quant au sujet du film du deuil, quoi. Bien sûr. On en parlait justement avec Tiska, donc l'actrice. On parlait notamment de cette scène où Tiska, elle danse, où il y avait beaucoup de vent a priori Tout à ce fait, jour-là, oui, je me rappelle. et où elle devait danser avec les oiseaux et réussir on va dire, à jauger aussi ces mouvements d'une certaine manière. Est-ce que, comment toi, tu as pu travailler aussi avec cette connexion entre peut-être les oiseaux, toi, parce que forcément, l'importance de l'oiseleur, et puis en même temps avec Tiska, l'actrice. Alors, c'était un travail de longue haleine et de mise en confiance des oiseaux à l'égard de l'actrice et de l'acteur, donc Tiska et Pierre. Donc, les oiseaux, ils étaient hyper entraînés, très familiers, donc élevés
très très jeune, imprégné. Et après, j'étais entraîné tous les jours pour avoir les aptitudes de vol nécessaires pour notamment voler dans des conditions difficiles avec du vent et voilà. Et puis, ils ont très très vite été familiers avec Tiska et Pierre. Et notamment, là, on évoquait la scène de Tiska qui danse. Eh bien, c'était un travail de patience. On a mis les choses en place avec Tiska en off au départ, avec une familiarisation des oiseaux. Et puis ensuite, la magie a opéré, les oiseaux ont joué le jeu. C'est toujours des moments magiques pour lesquels on maîtrise pas tout à 100%. Il y a toujours une part de hasard, quoi. On a tout mis en œuvre pour que les oiseaux soient opérationnels, mais après, c'est une question de feeling. Et eh bien, le, le déroulement des tournages nous a offert de belles surprises. C'est ce qui est beau, justement. Enfin, moi, j'aime bien cette magie des hasards. Ok, on a le plan, on a la carte, on a le chemin, mais il y a plein de choses qui se passent qui n'étaient pas forcément prévues, qui n'étaient pas programmées, qui n'étaient pas attendues. Et c'est souvent, comme je dis souvent, moi, je trouve que même quand on rejoint des copains, c'est souvent les moments qui sont pas programmés, qui sont les plus beaux, les plus intenses, et ceux parfois dont on se souvient, à l'inverse d'un moment qui était prévu un mois, peut-être un an avant, quoi. Tout à fait. Par exemple, Sun, au départ, il n'était pas convenu que cet oiseau vole au-dessus des océans. Et puis un jour, alors Ariel, elle osait pas trop me le demander parce qu'elle savait que c'était assez risqué. Et puis je le trouvais tellement bien, je dis allez, on y va. Et là, on est parti avec de l'eau jusque-là. Et il nous a fait des scènes incroyables au-dessus des océans. Et finalement, dans le film, ces scènes, elles sont, elles sont sélectionnées pour le film Les oiseaux de pluie. Donc, ça rejoint ce que vous dites. Voilà, des scènes qui n'étaient pas prévues, qui finalement deviennent pratiquement les scènes essentielles du film. Mmh. J'ai hâte de voir Sun à l'œuvre, alors du coup. Et du coup, est-ce que c'était la première fois que les oiseaux et donc toi aussi, tu étais impliqué dans un film qui parle notamment du deuil et qui parle de la mort? Alors, c'était, j'avais dans ma carrière participé à des clips, des choses comme ça, mais pour moi, c'est une grande première, effectivement, de collaborer dans un film, un long métrage et une aventure qui dure maintenant depuis plusieurs années. Mmh. Et on voit cette relation, enfin en tout cas moi je la vois là entre toi et les oiseaux, entre l'humain et l'animal. Est-ce que tu penses que ça peut être une forme de réconfort dans le deuil? Puisque justement, j'imagine que s'ils ont été choisis et si leur présence a été amenée, c'est pas juste pour faire beau et juste pour être poétique, il y a tout un sens aussi à ça. Alors, tout à fait, je pense que les animaux, d'une manière générale, sont un réconfort. Moi, je pratique l'oisellerie-thérapie et il m'arrive d'être appelé pour des personnes qui vont mourir. J'ai l'exemple d'une petite fille que je connais qui m'a appelé pour son grand-père qui allait mourir. Et donc, en fait, il avait arrêté les traitements. C'était vraiment les 8 derniers jours, quoi. Et elle me dit, viens lui faire un cadeau, il adore les oiseaux. Alors, je suis venu avec mes oiseaux colorés, avec un guitariste. Moi, j'avais emmené un saxo, une flûte. On a passé une après-midi, une soirée super. On a bien rigolé. Voilà, il avait plein de perruques sur lui. Voilà, on en a même fait plus que prévu. On l'a sorti dehors. Moi, le soir, j'ai mangé avec lui, avec les oiseaux autour de lui. On a bien rigolé. Voilà, je suis parti. Et puis ensuite, une semaine, 10 jours après, sa petite fille m'a donné l'information que son grand-père était décédé. Mais il y a une symbolique. Souvent, je dis, les oiseaux, c'est le lien entre le ciel et la terre, quoi. Alors après, il appartient à chacun d'avoir ses- voilà, ses convictions, hein. On sait bien que l'au-delà, après la vie, la mort, est-ce que c'est le néant? Est-ce que vous savez, il y a deux mondes qui vivent sur ce sujet. Il y a les croyances quelle qu'elle soit, religieuse ou non d'ailleurs, et puis les partisans du néant, ceux qui pensent qu'après la vie, la mort, c'est le néant. Mais de toute façon, euh, faute de preuves, ni avec les croyances, et ni d'ailleurs pour les partisans du néant, finalement, on pourrait même presque considérer que les partisans du néant, ça reste, faute de preuves, une forme de croyance. Voilà. Donc on ne sait pas. Le tout, c'est de partir dans la sérénité, à chacun, sa vision et c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que quand on sait qu'on est sur la dernière ligne droite, euh,
ça peut quand même naturellement nous amener à un questionnement là-dedans, quoi. Bien sûr, puis il n'y a pas de mode d'emploi en fait pour ces sujets-là. Et c'est intéressant, je connaissais pas l'oisellerie-thérapie, c'est ça le nom? L'oisellerie-thérapie, je parcours les univers hospitaliers. Ça va de l'autisme à Alzheimer, en passant donc par le handicap psychique, le handicap moteur. Donc l'idée, c'est faire du beau pour faire du bien. Ça va permettre à des gens parfois de retrouver de la confiance en eux, parce qu'au départ, avoir un oiseau sur la main, c'est inaccessible pour eux, de sortir de l'isolement aussi, d'apprivoiser sa peur. Voilà. On est toujours aussi dans des contextes, où, par exemple, on va se retrouver à demander aux gens aussi de respecter les consignes. Il y a tout un cahier des charges quand j'arrive avec mes oiseaux où les encadrements médicaux vont permettre ça va leur permettre de jauger un petit peu les personnes avec qui ils sont, et notamment dans le handicap psychique. Là, les résultats sont très positifs et très convaincants, puisque partout où je passe, les encadrements médicaux me disent, ce que vous faites, c'est formidable, quoi. Ça permet à des personnes d'avoir une après-midi récréative, colorée, dans des univers où vous n'êtes pas sans savoir que parfois à l'hôpital, les journées toujours les mêmes, l'ordinaire peut être ennuyeux. Ouais, bien sûr. Eh ben, merci pour ça, parce que je connaissais pas, et c'est aussi le but de ce podcast, c'est de faire connaître, en fait, des outils, des ressources, des initiatives. Finalement, on parlait du film et on découvre aussi un aspect thérapeutique. J'avais déjà parlé de l'équithérapie sur le podcast. Donc, ça permet de parler d'un autre type d'animal. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que ce soit par rapport au film ou aux oiseaux, et que tu aimerais nous partager avant de conclure cette interview, Yvan? Alors en fait, en une phrase, je vais mettre des guillemets, c'est pas de moi, mais je crois que les animaux, à partir du moment où ils sont avec nous en captivité, eh bien, l'unité de mesure avec les animaux, c'est l'amour et la passion qu'on leur porte, tout simplement. À partir du moment où on les aime, en tout cas en ce qui me concerne, je pense qu'on peut vraiment être le bon copain des oiseaux. Moi, mes oiseaux, je pense que ça se voit bien qu'ils sont vraiment familiers et qu'ils sont très, très copains avec moi. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Là, elle a décidé de partir. Je crois qu'elle a compris que t'étais là. Tu parlais de l'amour avec les animaux, mais c'est aussi valable avec les êtres humains. Exactement. Moi, j'ai appris les humains grâce aux animaux, les hommes au sens générique, hommes et femmes, avec les animaux, notamment quand ils vivent en colonie, les codes sociaux et tout. Et ça nous permet de mieux comprendre nous comment nous sommes, mais avec toute la morale que nous on rajoute qui va avec, tout simplement. Eux, ils n'ont pas. Merci infiniment, Yvan, pour cette interview. Et je vais le redire encore une fois, longue vie au film Les oiseaux de pluie. Et puis, longue vie aussi à l'oisellerie-thérapie. Et puis que ça puisse être peut-être plus connu, en tout cas, dans nos sociétés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés. Et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?